Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans celui-ci, nous serons au Pérou et j'espère que vous êtes prêts à entendre nos aventures. Avant de commencer, il y avait deux choses que je devais vous expliquer. La première est que j'ai eu un petit souci qu'on va évoquer, vous verrez, il est assez marrant, ce qui fait que vous n'allez pas trop me voir face caméra. Et un deuxième qui est un peu moins drôle, mais qui est lié forcément à un voyage de cette ampleur. En effet, quand vous partez à l'étranger pendant autant de temps, dans notre cas c'est 6 mois, vous allez louper des moments de famille. Certains qui sont heureux et d'autres qui sont malheureux. Dans notre cas, on a eu le deuxième cas de figure. J'ai eu un décès dans ma famille, ce qui fait que vous n'allez pas trop me voir face caméra, j'avais pas trop le cœur à vous filmer comme d'habitude. Bonjour à tous, comment ça va? On se découvre, voilà. On va plus être, vous et moi, un petit peu face caméra comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez ça dans les autres vlogs. J'avais juste un peu de temps pour encaisser la chose, et voilà. Et si vous posez la question, je vais bien. Il a fallu le temps de digérer l'information, de faire aussi un petit peu son deuil, même si le chemin est encore en cours. Mais dans tous les cas, voilà, sachez que si vous voulez un moment partir à l'étranger, c'est des choses qui arrivent et il faut y être aussi un peu préparé. C'était notre cas, mais on n'est jamais vraiment prêt. Bon, je pense que j'ai plombé l'ambiance, mais on va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Et on est parti pour notre première destination, Lima. En effet, après avoir visité le Chili, nous sommes partis directement depuis Santiago vers Lima. Lima est la capitale du Pérou et forcément c'est une grande ville. Un des éléments qui nous a un petit peu perturbé au départ, c'est le bruit. Et d'ailleurs, dans tout le Pérou, le bruit est omniprésent. Pourquoi? Parce que s'ils ne klaxonnent pas 500 fois par jour, je pense qu'ils meurent. Ils adorent le klaxon, vraiment, c'est leur jouet. En effet, dans le code de la route du Pérou, j'ai l'impression qu'il faut klaxonner pour dire qu'on va tourner, qu'on va doubler. Bonjour, je suis un taxi, voulez-vous vous arrêter? Je vais klaxonner 50 fois. C'est vraiment, il y a du bruit. Enfin, franchement, le pays est bruyant et ça nous a un petit peu choqué par rapport aux autres pays qu'on avait fait en Amérique du Sud. Enfin bref, on a fait le tour de la ville et on a pu voir les nombreux monuments historiques qu'il y a à Lima et il y en a beaucoup. Et nous avons pu voir notre première Plaza de Armas au Pérou. Comme vous pouvez le voir, la Plaza de Armas, c'est généralement le cœur économique de la ville. C'est-à-dire que vous avez une place qui est superbe et en fait, aux alentours, vous allez avoir beaucoup de commerces et de rues commerçantes. Donc notre première journée, c'est vraiment cantonné au centre historique. On s'est baladé, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Il y a énormément d'églises en Amérique du Sud de base, mais vraiment au Pérou, voilà, il y en a vraiment partout. Le premier jour, nous sommes également arrêtés pour nous restaurer dans un marché. C'était vraiment délicieux. Même si l'endroit paraît un peu rebutant au premier abord, on a vraiment très bien mangé. C'est d'ailleurs une des fois où on a le mieux mangé au Pérou pour le moment. Et je parle ça 15 jours après. Le deuxième jour, nous avons décidé d'aller visiter Miraflores, c'est-à-dire un quartier au sud de Lima. En fait, nous avions choisi un Airbnb qui était assez central en étant loin de tout. C'est-à-dire qu'on était au milieu de deux quartiers qu'on devait faire, c'est-à-dire le centre historique qui était au nord et Miraflores qui était au sud. Et donc on a pu se balader dans ce quartier qui est totalement différent de ce qu'on avait vu la veille. On a beaucoup de verdure et notamment quand vous vous baladez, vous allez avancer et à un moment vous avez cette vue-là. Très clairement, c'était apaisant d'entendre le bruit de la mer après tous les klaxons. Et donc on a longé le long de la côte jusqu'au moment où nous sommes rentrés un petit peu plus dans la ville pour aller visiter le quartier de Barranco. Donc là, encore une fois, quartier assez différent, très street art, encore une fois, toujours avec une vue sur la mer et des petits commerces un petit peu comme on pourrait retrouver dans les petites villes d'Argentine ou autres qu'on avait fait avant. C'était vraiment sympa à faire et c'est pour le coup je pense un quartier qui est plus animé le soir, qui à mon sens est un endroit où il faut aller si on va aller boire un verre et autres. Et donc on a décidé d'aller boire un verre après notre longue marche et surtout pour se vider un petit peu la tête dans un marché, donc vous voyez il est très différent du premier qu'on a pu voir et j'ai fait une erreur. Un cocktail s'il vous plaît. Tenez monsieur, votre cocktail. Ah, je me suis régalé avec ce cocktail, ça m'a bien changé des idées. Et merde. Bref, vous savez que pendant tout le reste du séjour, j'ai eu la tourista. Et donc après Lima, nous avons décidé d'aller dans une ville plus au sud du Pérou, je vous le mets sur la carte, Ica. Ica est assez intéressante pour deux aspects. Un, il y a l'oasis de Huacachina que nous avons visité le premier jour, et la réserve de Paracas, qui est située un petit peu plus au nord. Les deux premières choses qui vous frappent quand vous arrivez à Ica, c'est le soleil et le bruit. En effet, on est passé d'une température de 22-23 degrés à Lima, à 31 à l'ombre, à Ica. Oui, j'étais tout rouge. Bon, et après le bruit, c'était 100 fois pire qu'à Lima, c'est-à-dire que là, tout le monde klaxonne tout le temps. Le premier jour, nous décidons de prendre un des fameux tuk-tuk qui nous klaxonnait tout le temps, et direction l'Oasis.
Et c'est vraiment impressionnant. Vous êtes en plein milieu du désert, ce qui explique la chaleur notamment à Ica. Vraiment, l'oasis est perdu au milieu de nulle part et on s'aperçoit même que les villes avoisinantes de Ica sont au milieu du désert. Mais on a eu des explications un peu plus précises de pourquoi c'était aussi désertique, parce que ça nous a un peu choqué. On n'avait pas du tout cette image-là du Pérou. Pour nous, le Pérou, c'était assez vert. On voit les images Machu Picchu, Cusco, Arequipa. C'est assez vert, en fait, luxuriant parfois même. Mais là, on était en plein milieu du désert et ça nous a un peu décontenancé. On ne savait pas trop si on n'avait pas eu une fausse impression du pays et qu'on allait avoir un mois de désert. Et donc l'Oasis, franchement, un lieu hyper sympa. Vous y allez en tuk-tuk. C'est une expérience à vivre, hein. Vraiment, je vous conseille de le faire. Et ça vous coûtera pas très très cher, hein. On parle de 2 € à la limite, sachant qu'on est à l'autre bout de la ville. Et donc voilà, vous pouvez un petit peu visiter autour. C'est pas très très grand et le but ultime, c'est vraiment de monter sur une des dunes qui sont avoisinantes et d'avoir une superbe vue, comme vous pouvez le voir à l'instant, où vraiment on se sent perdu au milieu du désert avec de l'eau à proximité. Et on peut imaginer un petit peu ce que ça a pu être pour la population locale au moment où ils ont découvert cette oasis et potentiellement la soif qu'il y avait à ce moment-là. Et donc le deuxième jour, nous sommes allés à Paracas. Paracas, c'est une ville où il se situe une réserve naturelle. Nous avons pu voir notamment des compères qu'on avait déjà vus avant. Je vous laisse un petit peu d'image. Et donc vous voyez, il y a de la faune, clairement sur ce rocher. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de flore. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est assez sauvage et le rocher est très blanc. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de blancs. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Et bien il faut savoir que ce caca d'oiseau, c'est le caca d'oiseau le plus cher au monde. Oui. Tous les 10 ans, ils font une extraction de ce caca. C'est officiellement la merde la plus chère du monde. Le kilo se vend 7 $. Et en fait, ce caca d'oiseau est utilisé pour fertiliser les terres. Et apparemment, c'est le meilleur fertilisant de terre au monde. Donc voilà, je trouvais ça très très beau jusqu'au moment où on m'a expliqué que c'était recouvert de caca, que les pingouins, les oiseaux marchaient sur du caca et qu'après on allait extraire le caca. Donc une fois que nous avons fait la visite de ces petites îles naturelles, nous sommes allés dans la réserve naturelle qui est littéralement en plein désert et on a pu voir des vues magnifiques avec justement ce sable rouge. Et c'est les différentes activités volcaniques plus le fait que cette zone était submergée avant qui a donné cette couleur-là au sable. Et donc ce qu'on a appris sur Ica et pourquoi c'était aussi désertique, c'est parce que c'est le point d'entrée du désert d'Atacama, désert qui va jusqu'au Chili. Donc oui, ça explique la chaleur et ça explique également le paysage. Après Ica, nous sommes partis vers Nazca. Quand nous sommes arrivés à Nazca, nous sommes allés dans un hôtel qui était très très bien, je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle la Maison de Lydia. Les gérants parlent français et notamment le mari de la gérante est guide, ce qui nous a été très utile. Et donc Nazca, il y a 2 choses à savoir déjà sur la ville. 1, c'est le désert, pareil. 2, la ville porte le nom de la civilisation Nazca. En effet, le nom de la ville vient de la civilisation qui s'était établie en -600 avant Jésus-Christ. Cette civilisation s'est établie dans le désert. Oui. Et donc notre première visite a été liée justement à cet aspect désert et survie de la population Nazca à cet endroit aride. Nous sommes allés voir des aqueducs. Alors j'avais la même vision que vous d'un aqueduc. Aqueduc, c'est vers le haut. Non, c'était vers le bas. Et au final, est-ce que c'est si bête que ça? Les Nazca ont créé des aqueducs souterrains, creusés en profondeur. Ils ont creusé jusqu'aux nappes phréatiques pour avoir des accès à l'eau. Et comme vous pouvez voir, les constructions sont sinueuses et réalisées avec des pierres rondes. Ces pierres rondes venaient de la rivière qui était non loin. Et donc là, vous allez me dire, s'il y a une rivière, pourquoi ils ont fait un aqueduc? Parce qu'il y a de l'eau que 3 mois dans l'année dans la rivière. Et donc forcément, les 9 autres mois, il faut de l'eau. Donc vous pouvez voir que la construction est d'ailleurs sinueuse. Les canaux ne sont pas droits. C'est notamment dû au fait qu'il y a énormément de séismes dans la région. Et donc, les pierres rondes et l'aspect sinueux fait que c'est en très bon état. Les Nazca avaient compris que les tremblements de terre allaient être un phénomène qui était récurrent, et donc leur construction était faite pour résister à ces tremblements de terre. De -600 à 100 après Jésus-Christ, les mecs ils étaient quand même visionnaires, hein. Et donc ce qui est frappant avec les aqueducs également, c'est qu'ils sont en spirale. Pourquoi sont-ils en spirale? Parce que les mecs ils ont un petit peu réfléchi, ils se sont dit bon, si on met une échelle, c'est hyper rapide pour descendre, mais une fois qu'on remonte avec l'eau, c'est un peu plus dur. Et donc cette spirale est faite pour ça. C'était aussi facile de descendre pour aller chercher de l'eau que de remonter. Et comme vous pouvez le voir, notamment sur ces images-là, il y a certains aqueducs qui font jusqu'à 18 mètres de profondeur.
Et la personne qui m'a expliqué ça, c'est lui, le boss, Juanito. Mettez beaucoup de respect sur Juanito. Il nous a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur la culture Nazca, et le tout dans un français quasi parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs les Nazca ont construit autour de cette ville près d'une quinzaine d'aqueducs qui sont d'ailleurs tous aussi bien conservés que ce que vous avez pu voir à l'heure actuelle. Quand on se rappelle que c'était de moins 600 à 100 après Jésus-Christ leur civilisation, ça force quand même le respect. Et donc, après, nous avons visité un centre administratif, bon, plus ou moins un fort, créé à ce moment-là, pas par la civilisation Nazca qui était éteinte à partir de ce moment-là, mais par les Incas. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a des parties qui semblent reconstruites et d'autres qui sont d'origine. Et vous pouvez voir ce mur-ci qui confirme qu'on est bien sur la civilisation Inca qui a créé ce fort, car c'est la même méthode architecturale que pour le Machu Picchu. Et donc là, on pourrait se demander, mais pourquoi ce fort qui est proche de la ville et qui n'est pas aussi haut que le Machu Picchu et qui n'a pas les mêmes intempéries, se retrouve plus détruit que celui-ci? Eh bien, on va en reparler souvent, mais le pillage de tombes. En effet, il y a eu de nombreuses crises au Pérou, et donc il y a un moment, les hommes ont dû trouver un moyen de survivre. Il y a eu de nombreux pillages de tombes, et on en reparlera. Le problème des pilleurs, c'est qu'ils n'y vont pas dans la dentelle. Ils cassent les murs pour passer à travers, ils cherchent pas la porte. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, une fois que nous avions fait notre visite, nous avons besoin de nous restaurer. Nous sommes allés dans un petit restaurant qui s'appelle la Cathédrale, qui est situé à côté d'une église, et qui est très bien, je vous le conseille, pas très cher. Ils font des bons petits-déj et également des bons hamburgers. Ça a été un peu notre adresse pendant tout le séjour à Nazca. Nazca est une ville connue dans le monde entier pour une chose, ses lignes. Alors, pour ce qui est des lignes de Nazca, vous n'allez pas les voir dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous avez deux choix. Soit vous les faites en avion, et on a eu le retour de Français qui avaient failli vomir durant le vol tellement ça tremblait de partout. Donc, ou alors, vous trouvez le moyen de choper un bus ou un taxi pour aller à Mirador, et ça donne cette vue-là. Très honnêtement, on avait déjà vu des lignes avec Juanito, je vous montre un extrait. Ce n'est pas forcément impressionnant quand on est aussi peu haut, mais ce qu'on a eu comme explication nous a suffi. Pourquoi est-ce que les lignes de Nazca sont aussi bien conservées? Comme il fait très chaud, il n'y a aucune bourrasque de vent qui depuis autant d'années n'est venue balayer les lignes. Également, on a eu une explication de Juanito, et notamment basée sur ce qu'ont trouvé les archéologues, de comment on fait les Nazca pour faire les lignes. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont maquetté. Ils ont pris des petits cailloux, ils ont montré un petit peu ce qu'ils voulaient faire, et ensuite ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ces lignes avec une longue corde et un bout de bois pour les tracer de manière identique à la maquette sur des étendues qui sont immenses. Il y a plusieurs théories sur la ligne de Nazca. Certains disent que ce sont les extraterrestres qui l'ont fait. Bon, vous imaginez bien, pour le peuple péruvien, et d'autant plus ceux qui habitent à Nazca, leur expliquer que les traces de leur civilisation ont été faites par des extraterrestres, ça passe pas. Et donc pour eux, notamment la figure qui fait le plus polémique ou qui alimente le plus cet aspect extraterrestre, c'est l'astronaute. Et donc en fait l'astronaute, pour les Nazca, les Péruviens, c'est lié à tout ce qui était les rites chamaniques. Il faut comprendre que les Nazca, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Il y a 3 dieux notamment majeurs qui sont pour le monde des cieux, le condor, pour le monde de la terre, le puma, et pour le monde souterrain, le serpent. Mais il y avait également beaucoup de faune dans cette région. Alors, on parle des lézards, mais on parle aussi des chouettes. Et ce qui se passe, c'est que les chamans, comme beaucoup de religieux à cette époque-là, prenaient énormément de drogue pour rentrer en communion avec les dieux. Et donc pour les archéologues, et notamment aussi pour les Péruviens, la figure de l'astronaute est en réalité un homme chouette. Et donc, voilà un petit peu pour les extraterrestres, les Nazca, bref. Je vous laisse faire votre avis. J'ai plus tendance à croire qu'une civilisation a fait ça plutôt que des extraterrestres. Par la suite, nous avons fait la visite de 2 sites. Le premier était la nécropole de Xochitl. Alors, âme sensible s'abstenir, ce n'est pas horrible à voir, mais vous allez voir des corps. Et donc, comme vous pouvez le voir, Nazca et Égyptiens, qui sont quand même assez éloignés sur la carte, ont eu la même idée de momifier les corps des défunts. Il y a cependant plusieurs choses qui diffèrent entre la momification Nazca et la momification égyptienne. La première est que toutes les momies qui ont été retrouvées à Nazca sont en position fétale. Pour eux, c'est le cycle de la vie. On est en position fétale et pour revenir auprès des cieux, mettons-nous en position fétale également. Et le deuxième point qui diffère, c'est que en Égypte, on éviscérait entièrement les cadavres pour qu'ils se conservent plus longtemps. Ce n'était pas le cas chez les Nazca. Le corps était conservé tel quel, pas d'éviscération. Cependant, toutes les momies sont orientées vers la montagne. Et il y a une raison à ça. Et je vous l'ai expliqué juste avant. Le monde des cieux, c'est le condor, et le condor, il vit dans les Andes, dans les montagnes.
Et donc, comme vous pouvez le voir, notamment, les tombes sont toutes ouvertes. Et ça rejoint le même problème qu'on a évoqué juste avant, les pillages. Il y a eu énormément de pillages de tombes à cet endroit-là. Tout ce qu'on sait, c'est que cette nécropole n'est pas entièrement découverte et il resterait pas moins de 80 tombes à y découvrir. Le site archéologique de Kawashi est impressionnant pour deux aspects. Le premier est que ce serait le berceau de la culture Nazca. C'était là que les chamans étaient regroupés et c'est là que toute la vie religieuse de cette civilisation avait lieu. Comme vous pouvez le voir, nous avons observé deux pyramides à terrasse qui surplombent la vallée où il y a une rivière. Voilà, on va pas se mentir, Paris est à cet endroit-là parce qu'il y a la Seine, Kawashi est à cet endroit-là parce qu'il y avait de l'eau aussi à proximité. Et donc ce système de terrasse qu'on peut retrouver dans les civilisations aztèques, Inca, Maya, voilà, il est également présent ici avec justement, quand vous êtes très important, vous êtes tout en haut, quand vous êtes moins important, vous êtes plus bas. Comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant parce que c'est très bien conservé et d'ailleurs, tout n'a pas été découvert. Et c'est d'ailleurs le deuxième aspect qui est impressionnant, c'est qu'il y aurait pas moins de 30 pyramides, oui, 30 pyramides qui seraient encore ensevelies. Et donc c'est assez impressionnant parce que vous avez 30 pyramides qui sont sous terre. Mais pourquoi elles sont sous terre? Eh bien, il semblerait que les Nazca, avant de disparaître, aient eu peur des dieux. Les Nazca ont eu 3 grandes crues qui ont détruit des villages et des villes entières, et forcément, cela a entraîné beaucoup de morts. Les Nazca se sont dit qu'ils avaient déçu les dieux. Parce que pour eux, l'eau, c'est un cadeau des dieux. Je vous rappelle qu'on est au milieu d'un désert. Et avant de quitter cet endroit-là, qui devenait trop dangereux et qui apparemment était maudit des dieux, ils ont décidé que ces pyramides, qui étaient preuve de leur religion, ils allaient les ensevelir. Oui, ils ont enterré eux-mêmes les 30 pyramides. Et c'est d'ailleurs suite à cela que des tribus guerrières sont arrivées, ont détruit la civilisation Nazca, et c'est comme ça qu'ils disparaissent en 100 après Jésus-Christ. Alors encore une fois, je ne sors pas tout ça de mon chapeau, c'est toujours le boss Juanito qui nous a donné toutes ces explications, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous allez à Nazca, je vous invite vraiment à passer par lui, il parle très bien français, et en plus de ça, il n'est pas avare en explications, et c'est vraiment appréciable. Voilà ce qui termine un petit peu nos aventures au Pérou pour cette première partie. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours. À mettre un commentaire si vous avez des questions. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après, on visite une ville qui est assez différente en étant dans le même pays. Et il s'agit d'Arequipa. Je vous laisse avec le teaser. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit à tous. C'était Exobag. Bienvenue à Arequipa, nous venons d'arriver, il est exactement 8 h du matin, nous avons pris un superbe bus de nuit qui faisait des zigzags dans la montagne, c'était hyper agréable. D'ailleurs ce vlog va être concentré uniquement sur cette ville, on va y rester environ 6 jours,